Il n'y a pas de doute que l'observation en soi est de peu d'utilité et qu'elle doit parvenir à influencer la décision. Je crois que c'est un des thèmes centraux, d'ailleurs ce sera le thème de la table ronde tout à l'heure. Observer, c'est assez utile pour voir, mais comme on l'a compris, les décideurs nous l'ont rappelé, c'est que l'un des organes sensoriels du décideur. Il ou elle a besoin d'entendre, de toucher, de sentir. Hein. La décision, c'est quelque chose qui appelle une intégration d'un ensemble de connaissances. Et c'est donc un intrant nécessaire, cette observation, mais ce n'est pas suffisant. La décision éclairée, on le sait, repose sur 3 types de connaissances. Les données analysées, beaucoup celles de l'observation, mais aussi les connaissances expérientielles, celles issues du métier, de l'expérience terrain. Et ce qui est assez utile dans notre domaine, une bonne théorie de l'action qui, à chaque fois que c'est possible, a été éprouvée scientifiquement. En l'absence de cette théorie de l'action, on risque de gérer du bruit et d'induire la décision dans de mauvaises directions. Donc, cette question de la gestion de l'incertitude est une question critique. On vit dans une abondance croissante, d'ailleurs, de données, une richesse d'informations, mais les connaissances demeurent toujours incomplètes. Et là, il y a une apparence de paradoxe. Et ça a des implications énormes pour la prise de décision. Il faut se rappeler que la décision opère sur la base des valeurs, qui sont le prisme par lequel une personne en vient à exercer un jugement. Et le changement requiert une certaine dose de dissonance cognitive. Donc, il faut qu'il y ait un écart entre ce qu'on observe et ce qu'on souhaiterait voir. Et en ce sens-là, la mesure est un levier extrêmement intéressant. Et les bons décideurs ont en plus une aptitude rare qui est celle de bien gérer les incertitudes critiques. Et ça nous amène à cette notion de complexité qui, dans le fond, peut se résumer autour de 2 grands pôles. Avoir établi la pertinence d'une action et avoir établi l'efficacité de cette action. Et on se rend compte, dans le fond, que dans certaines situations, on le voit ici, au bas du schéma, il y a un assez fort consensus et des niveaux de certitude scientifique élevés quant à la théorie de l'action et la pertinence de cette action efficace. Donc, à ce niveau-là, on est dans la zone du changement planifié. On peut déployer des programmes, mettre de la pression, attacher ça à des indicateurs, gérer de l'imputabilité et produire du changement. Mais typiquement et de plus en plus, nous œuvrons dans cette zone de complexité où nous ne disposons pas de ce consensus fort. Il y a même des fois des divergences assez nettes entre les parties prenantes quant à ce qui doit être fait. Et la certitude scientifique n'est pas toujours là. Donc, à ce niveau, l'observation joue 2 rôles. D'abord, permettre à la science de réduire les incertitudes critiques et de préciser le focus de l'action collective, et à la délibération aussi. Et on l'a vu dans les différentes sessions de panel et de symposium, on voit l'émergence de cette pratique-là qui n'est peut-être pas encore parvenue à maturité en sol français, c'est-à-dire de mettre l'information sur la table de façon à en permettre la discussion et faire évoluer les visions du monde et la motivation des acteurs à s'associer à une action collective. Bien sûr, j'aurais identifié plusieurs points de convergence entre ce qui a été débattu dans le cadre du colloque et ce que l'on débat chez nous. D'abord, on constate qu'on est sur des bases disciplinaires solides, l'épidémiologie, la démographie, les statistiques sociales, la sociologie, j'en passe. Il y a donc un socle de connaissances extrêmement structuré. On voit aussi, et ça a été hier particulièrement éloquent dans le symposium sur les données de mortalité, l'importance des méthodes classiques et des outils conviviaux. En fait, il faut prendre garde de ne pas basculer dans une logique de fuite vers l'avant où les développements méthodologiques viennent occulter la pertinence des réelles décisions à prendre. Et dans le fond, avec une standardisation indirecte, on a démontré hier qu'il y a encore beaucoup à faire dans le fond, pour faire avancer la prise de conscience des enjeux. Les promesses, bien sûr, omniprésentes des nouvelles sources d'information, là aussi, un risque peut-être de fuite en avant. L'impératif de rapprocher le santé et le social chez nous est tout aussi présent, même si, depuis maintenant près de 40 ans, on a intégré santé sociale et santé publique dans les mêmes dispositifs autour des affaires sociales ou de santé et services sociaux, comme on les appelle chez nous. Ça demeure un enjeu de rapprochement culturel, fondamentalement. On parle de plus en plus chez nous également de trajectoire de service et de parcours de vie. J'ai en moins entendu cette notion de parcours de vie depuis 2 jours, mais je sais qu'elle est présente dans vos travaux.
On s'inscrit également dans cette même volonté de décentralisation et de territorialisation de l'action. On note une certaine, que j'ai mis entre guillemets, parce que j'ai entendu des réserves, réceptivité donc de la part des décideurs aux données d'observation. On pense même que certains décideurs pourraient agir sans trop d'observation, finalement, au total. Mais j'ai quand même entendu réaffirmer la juste place que doit occuper l'observation en appui à la décision. On voit, et ça c'est commun chez nous aussi, l'impératif d'étendre la gamme de décideurs qu'on cherche à rejoindre par les données d'observation à dans le fond, un plus grand nombre d'acteurs, plus grand nombre de secteurs d'activité de notre société. Donc, le champ de la prévention s'élargit et l'action sur les déterminants requiert une action d'influence auprès, pas uniquement des décideurs santé, encore moins uniquement les décideurs soins, mais de plus en plus des décideurs déterminants de la santé et inégalité sociale. On sent à travers tout cela une évolution des pratiques de gouvernance. J'étais ravi d'entendre hier notre collègue du palier central nous dire qu'on s'éloignait de l'instruction descendante pour se rapprocher de l'accompagnement du changement. Je trouve que ce sont des termes très, très rafraîchissants et extrêmement actuels, je dirais, dans les travaux autour de la gouvernance. Donc, au total, beaucoup d'occasions à saisir pour l'observation. Et dans le fond, on pourrait dire que l'observation a un très bel avenir devant elle. Quelques étonnements cependant. D'abord, le peu de financement consenti à l'observation, du moins en ORS. On le voyait dans les données qui étaient présentées dans notre cartable, dans notre valisette, comme vous l'avez appelé. La forte différenciation du champ, je pense qu'on pourrait même parler de fragmentation. Ça, chez nous, c'est assez étonnant de voir ça parce que nous, on a beaucoup structuré notre action, pas uniquement en santé publique, mais aussi en surveillance. Et je crois que ça nous a permis des progrès qui peut-être seraient à votre portée si vous aviez la capacité de susciter entre vous une plus grande discipline d'action collective. Là-dessus, je suis encore à la recherche de la juste interprétation de ces différentes appellations qu'on utilise. Observation et veille en France, surveillance et vigie chez nous, et l'assessment des Américains, on parle même de Public Health Intelligence, qui sont des notions extrêmement intéressantes et sur lesquelles je vais revenir dans un instant. J'ai été étonné, mais en même temps, c'est peut-être pas une surprise. Les stratégies d'influence sont difficiles à maîtriser. On le voit chez nous, on le voit chez vous. Comment bien utiliser l'information à notre disposition pour influencer le décideur, c'est un grand projet. Et je crois que la plus grande difficulté réside dans notre difficulté, je crois, à comprendre notre action, donc l'action de l'observation, dans une dynamique plus large, systémique, vouée à l'amélioration, vouée à ce projet de créer de la valeur pour le public. Et ça, il y a quelque chose qui est important, il faut s'éloigner de nos données, de notre analyse micro pour redresser la tête, voir l'horizon et développer cette capacité de comprendre dans quel système on évolue et d'avoir les facultés d'influencer stratégiquement ces systèmes. Les Américains fonctionnent comme ceci. Comme vous le voyez, ils ont des fonctions classiques d'observation qu'ils essentiellement désignent sous l'angle de assessment, mais aussi ils voient la connaissance et le fruit de l'observation comme un intrant important pour l'information et l'empowerment des collectivités, la mobilisation des partenariats, le développement des politiques. Vous y avez fait souvent allusion, mais il y a aussi toutes ces autres potentialités. Et bien sûr, être le moteur d'une nouvelle régulation mieux adaptée, d'une amélioration continue du dispositif de soins, un moteur de développement des compétences, notamment en cours d'emploi, mais aussi en prégradué, et enfin une capacité à contribuer à l'évaluation, ce qui faisait l'objet d'un symposium ce matin. Et d'une certaine manière, je me demande si on ne cherche pas trop, à travers une spécialisation de l'observation ou de la surveillance chez nous, à différencier le champ en le séparant d'une certaine manière de ces autres stratégies sœurs dont on a besoin pour induire des changements. Donc, des éléments à considérer. Et bien sûr, cette perspective systémique qui est centrale adossé à de la recherche et développement pour le contexte américain. En fait, vous savez, les Américains, des fois, diffusent des publications absolument élégantes, mais dans les faits, ils vivent dans une société qui, elle aussi, n'est pas dépourvue de ces problèmes. Un sentiment de questionnement stratégique, cependant, que j'ai détecté, je ne sais pas si mon flair est bon, c'est mon flair de clinicien qui peut-être manque de pratique,
Mais j'ai compris dans les 2 jours qu'il y a un questionnement stratégique, dans le fond, assez fondamental, finalement. Ce nouveau périmètre, comment l'occuper? Quelle place pour les ORS? Et c'est dans le questionnement d'Alain Trujon que j'ai trouvé le mieux articulé dans tout ce que vous avez présenté, ce questionnement. Comment faire évoluer les pratiques d'observation dans un paysage qui n'a pas caractérisé, mais qui est hostile, qui est difficile en toute plausibilité, et donc qui va exiger de resserrer les rangs et de se discipliner pour l'action collective. Encore une fois, je reviens sur ça fréquemment, mais je crois qu'il y a là un maître mot, une maître expression, et dans le fond, comment mieux faire connaître l'observation, comment améliorer l'information, comment intégrer la diversité des acteurs de cette nouvelle gouvernance réseau, et comment choisir les bonnes priorités. En somme, comment influencer plus efficacement les décisions en faveur de la santé. C'est un questionnement stratégique, ça. C'est un questionnement, les philosophes français nous auraient dit existentiel d'une certaine manière. Bien, il y a une façon de répondre à ça, et c'est en réfléchissant à notre stratégie. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment d'opportunité pour les ORS de réaffirmer leur stratégie à la fois au niveau de la fédération et des organisations comme telles? Il faut se rappeler que la stratégie, une stratégie partagée qui est maîtrisée par l'ensemble des acteurs qui y adhèrent, propose une force de propulsion intéressante, un critère qui nous permet de faire des choix et un repère qui nous permettra de s'évaluer, chemin faisant. Donc, j'ajouterais à la citation du début qu'il n'y a pas de changement de paradigme sans changement de l'observation. L'observation doit continuer à évoluer et le futur, et c'est heureux, est déjà parmi nous. Il faut savoir lire le futur dans le présent et, à partir de cette lecture, se projeter dans le changement. Et je reprends là ce que j'ai déjà évoqué. Les tendances lourdes, structurantes sont présentes. À partir de ces tendances, qu'est-ce qu'il faut choisir de faire et proposer, dans le fond, comme effort pour mieux réussir à faire cette dernière fonction qui est l'aide à la décision dans un cadre de plus en plus intersectoriel, dans un cadre de plus en plus sociétal et appuyer, ce faisant, les nouvelles pratiques de gouvernance collaborative axées sur la création de valeur pour le public, le Public Value Management. Donc, ce questionnement à portée stratégique, dans le fond, je vous pose la question, sur laquelle de vos compétences distinctives voulez-vous mettre l'accent? Quelle force motrice voulez-vous vous donner pour permettre à l'observation de livrer son plein potentiel? Il faut savoir que dans la théorie de la stratégie, on ne peut pas exceller dans tout. Donc, il faut donc choisir nos batailles et accepter ou choisir de devenir le meilleur dans quelque chose qu'on fait très bien, sur l'un des éléments de nos opérations. On ne peut pas tous les prendre. Et je vous proposerais qu'il est évident à vous entendre que cet élément des technologies, des expertises et de votre capacité à exploiter des ressources informationnelles, c'est un actif important. Votre capacité, et le programme SCORE en est un bel exemple, de structurer votre faculté de production des indicateurs et tout ça, je crois que vous avez fait de beaux progrès et que vous êtes parvenu à une belle maturité. Peut-être avez-vous du travail à faire pour resserrer votre gamme de produits et développer la portion service. Un produit d'information en soi est à fort risque de se faire tabletter. Comment en faire un produit qui induit du changement? Il faut donc travailler le rapport à son utilisateur, et c'est ce que je décris ici dans cette notion de service, sur laquelle je veux dire quelques mots. Et je vous invite, et je terminerai là-dessus, donc en espérant peut-être que ça donnera du temps pour le panel, sur une piste, sinon pas une piste, mais bien une piste à approfondir. Et je vous inviterai à consolider ce positionnement des ERS que vous avez construit, mais qui, je crois, dans le contexte du nouveau périmètre actuel, mérite d'être consolidé par une gamme concertée de nouveaux produits distinctifs. Je vous sens dispersé. Je vous constate actif dans toutes sortes de champs, avec beaucoup de R&D, mais pas de capitalisation sur ces connaissances pour faire des percées dans le marché. Un discours business, là, mais c'est ça la stratégie. Intégrer une sélection d'informations pertinentes. Le trop est l'ennemi du bien. Il ne faut pas vouloir tout mettre. Il faut essayer de comprendre à qui on s'adresse, organiser les connaissances qui sont pertinentes pour ce décideur et développer ce genre de produits. Vous le faites, mais vous les faites
ça reste des secrets bien gardés et peut-être qu'il y a un effort de systématisation qui pourrait être considéré. Vous ne pourrez pas le faire partout. Il faut donc travailler autour de certaines priorités qui sont les grands enjeux finalement auxquels sont confrontés les politiques de santé, qu'il s'agisse du cancer, du vieillissement ou du développement optimal de l'enfant. Et de peut-être travailler de plus en plus avec des courtiers, des agents de transfert de connaissances, des gens qui comprennent le métier, qui comprennent l'observation, mais qui aussi ont une sensibilité sur à qui ils s'adressent, quelles sont leurs préférences, quelles sont leurs cultures, et comment ils peuvent, eux, faire un travail, dans le fond, de changement sur la base des informations qu'on leur fournit. Donc, bien sûr, les décideurs santé des régions et des territoires, il y a là une opportunité nouvelle avec la loi HPST et la création des ARS et les projets de santé. Il y a là un marché, dans le fond, très, très important, mais aussi, de plus en plus, je crois, ces nouveaux marchés intersectoriels pour lesquels je vous encourage vivement à structurer votre action. C'est là, d'ailleurs, qu'on est rendu au Québec, et je vous inviterai à croiser nos réflexions et à penser qu'au développement, et la grande patronne de la surveillance est dans la salle, elle va prendre la parole tantôt, Mme Jobin, et j'ai l'autorisation de sa part pour vous le dire. Alors donc, merci de m'avoir permis d'échanger ces quelques remarques avec vous, et merci pour l'amitié franco-québécoise et belge dont j'ai le privilège de bénéficier, et à la revoyure, comme dirait Gilles Vigneault.